Bon, c'est difficile de trouver le véritable élément déclencheur, mais je sais quand même que c'est la lecture des albums d'Astérix quand j'étais enfant qui m'a, à mon avis, à tout jamais donné envie de faire de la bande dessinée. Je saurais pas dire quel livre en particulier, mais je sais que j'ai découvert Astérix alors que je savais pas encore lire. Donc c'était dans les années 70, c'était autant jadis, il y a très longtemps. Et mes parents, comme dans toutes les familles françaises, avaient quelques albums d'Astérix. Mais je dévorais ça et j'ai commencé à recopier les dessins d'Uderzo avant d'avoir lu les histoires. Et puis dès que j'ai su les lire, je les dévorais, je les ai lus 1000 fois, chaque album. Et je pense que c'est vraiment ça. En fait, tout petit, vers l'âge de 5-6 ans, je disais déjà à mes parents que je voulais faire de la bande dessinée. En fait. Après, bon, mes parents m'ont dit que c'était formidable, mais qu'il fallait que j'apprenne un vrai métier, etc. Donc j'ai un peu mis ça de côté finalement pendant assez longtemps. Mais en réalité, ça a toujours été présent en moi. Donc je pense que dès que j'ai pensé consciemment un jour que j'aurais un travail, je pensais à celui-là. Bienvenue dans Éléments déclencheurs. Cette semaine, nous recevons Cyril Pedrosa, récemment récompensé par le prix Fnac France Inter pour l'Âge d'Or, co-signé avec Roxane Morel. C'est d'ailleurs à la Maison de la Radio que nous enregistrons cet entretien avec mon camarade César. Cyril Pedrosa, vous le connaissez sûrement, ça fait plus de 20 ans qu'il dessine, ce bédéaste, comme on dit, passé auparavant chez Disney, qui a travaillé aussi pour Fluide Glacial, passé par l'humour, passé par l'aventure. Cyril Pedrosa dessine des tranches de vie qui caractérisent son œuvre. Auteur engagé, Cyril Pedrosa est un auteur à suivre et on a grand plaisir à le retrouver aujourd'hui. Une autre chose qui a dû jouer aussi beaucoup, c'est que mon père dessinait. C'était pas du tout son travail. Il était ingénieur dans l'industrie, mais il avait le regret. Il a eu longtemps le regret de pas pouvoir pu être architecte. C'était pas possible pour lui, pour des raisons économiques liées à sa situation de famille et tout ça. Et donc jusqu'à l'âge de 35-40 ans, moi je le voyais dessiner un peu. Et je pense que ça a joué aussi beaucoup dans mon désir de développer le dessin, de lui montrer des choses. Voilà, ça a nourri beaucoup mon appétit du dessin, je pense. Après cette espèce de rêve d'épiphanie, on va dire. Bon, d'abord, j'ai toujours dessiné beaucoup à l'école. Mais c'était un peu bizarre. J'étais bon élève parce que mes parents me mettaient une énorme pression scolaire, et en même temps, j'étais le dessinateur de la classe. Dans toutes les classes, il y a un dessinateur ou une dessinatrice. J'étais cet élève-là, cet enfant-là. Mais je suis d'abord plutôt parti pour faire des études sérieuses, des classes préparatoires d'école d'ingénieurs, etc. Tout en dessinant un peu à côté. Et puis jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, vraiment, je ne voulais absolument pas faire ça. Et jusqu'à ce que je parvienne à faire admettre à mes parents que je ne voulais pas faire ça, qu'il ne fallait surtout pas que je fasse ça. Et donc après, là, j'ai fait des études qui étaient plutôt des études d'abord d'art appliqué, puis ensuite des études dans le dessin animé, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait très peu de formation en bande dessinée comme il en existe aujourd'hui. C'était pas un métier en fait, auteur de bande dessinée. C'était pas encore un vrai métier à ce moment-là. Et puis peut-être aussi parce que j'étais pas assez sûr de moi. Le problème que j'avais principalement, c'est que je me sentais incapable d'écrire des histoires. Je suis venu à la bande dessinée par le dessin. C'est assez curieux parce que j'avais envie de dessiner de la bande dessinée, mais je m'imaginais pas raconter des histoires. Ça me paraissait inaccessible. Et donc j'ai commencé, à tel point d'ailleurs que j'ai commencé à travailler dans le dessin animé en me disant que peut-être en fait je ne réussirais jamais à faire de la bande dessinée. J'avais fait un peu des participations dans des fanzines, mais très peu. Alors c'est vrai que dans les activités que j'ai eues, je pense que c'est l'animation qui m'a le plus influencé parce que c'était ma première expérience professionnelle. En fait, c'était la première fois que j'utilisais le dessin pour gagner ma vie. J'ai fait ça pendant 1 an et demi au studio Disney, donc dans un contexte très particulier, hyper professionnel, hyper pro, hyper organisé, avec des process super bien huilés, et puis des équipes, des gens qui ont un talent incroyable, dans lequel on n'est qu'un petit élément. Alors c'est bien pour l'ego aussi parce que c'est un bon enseignement. Et j'ai appris beaucoup de choses en fait. Moi j'étais assistant clean-up, donc concrètement ça consiste à quoi? Ça consiste à dessiner avec une seule ligne les dessins merveilleux des animateurs qui sont très foisonnants comme ça et d'essayer de pas tuer leurs dessins, pas tuer leur animation. Et donc il y a une phase de compréhension du dessin de l'autre, de restitution du dessin de l'autre qui est vraiment très très intéressante. On apprend beaucoup de choses, mais disons avec à la fois la contrainte du style Disney qui est contraignant, et puis les contraintes techniques de l'animation
qui au bout d'un moment était devenu un peu des gimmicks pour moi. C'est-à-dire que j'avais une manière de résoudre les problèmes de dessin qui était un peu trop liée à l'animation. Donc ça m'a appris beaucoup, et puis après il a fallu désapprendre. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ça. Mais après, maintenant, encore aujourd'hui, moi j'ai un vrai amour de ça. Enfin, l'animation, parce qu'il y a une féerie là-dedans que je trouve, en fait, dont je ne me lasse pas. Donc je désespère pas un jour de revenir dans l'animation, de trouver un moyen de refaire des choses là-dedans. J'aimerais beaucoup. Ce qui m'a toujours fait hésiter, je l'ai fait parfois, j'ai eu quelques occasions de faire comme ça des petites collaborations sur des projets d'animation, mais ce qui est très frustrant, c'est que l'animation c'est le cinéma, les projets dans lesquels je bossais c'était le cinéma. Le cinéma c'est compliqué, il faut convaincre des milliers de personnes, en tout cas beaucoup. Il faut trouver beaucoup d'argent, ce qui fait que c'est beaucoup d'investissement, de temps, de travail, avec peu de chances d'aboutir. Alors que la bande dessinée, de ce point de vue-là, est d'une simplicité désarmante, c'est-à-dire que y a peu de gens pour vous empêcher de faire une bande dessinée. Et dans l'absolu, même c'est assez, vous pouvez même faire une bande dessinée seule, sans rien, sans moyens. De ce point de vue-là, c'est un art pauvre, mais qui apporte beaucoup de liberté. L'animation, c'est contraint quand même. Il y a des moyens de production assez lourds à développer. On peut faire de l'animation Lofi, mais alors là, c'est une assesse, c'est-à-dire que là, j'ai parfois eu le fantasme comme ça, par exemple, de faire des petits courts-métrages tout seul, avec rien. Mais j'ai jamais trouvé la force de le faire, parce que c'est un engagement, il faut partir pendant 1 an, 2 ans de travail, tout seul, comme ça. Mais c'est séduisant en même temps. C'est séduisant. Et c'est en rencontrant David Chauvel, qui lui est scénariste de bande dessinée, et quel scénariste de bande dessinée, que les choses ont basculé, en fait. Où là, je me suis dit, on s'est tout de suite très très bien entendu, et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais vraiment de faire de la bande dessinée. Mais je pense que si je l'avais pas rencontré, peut-être que j'en aurais jamais fait. Je serais peut-être resté dans le dessin animé avec cette espèce de frustration un peu étrange. En fait, ma créativité, en tout cas mon engagement dans le dessin, j'essayais de le mettre en œuvre dans des histoires courtes. J'arrivais à raconter des petites histoires, mais qui étaient souvent anecdotiques ou qui étaient construites sur des petites pirouettes de scénario, des choses comme ça. En fait, ce que je ressentais, c'est que je ressentais l'envie de raconter des histoires. Je n'arrivais pas à y accéder. J'avais vraiment le syndrome de la page blanche. Vous savez, comme on est pris d'une espèce d'élan, on ressent ça, mais on n'arrive pas à lui donner corps, en fait. Et je ressentais ça beaucoup. Quand j'ai rencontré David, j'ai pu mettre cette question-là de côté pendant un temps, parce qu'en fait, en travaillant avec lui, j'ai appris, en fait, ce que c'était vraiment la bande dessinée. J'ai appris la narration, j'ai appris à essayer de raconter des histoires avec ce langage-là, tout ce que ça impliquait. Ça impliquait beaucoup de choses, et j'ai quand même fait un paquet de livres avec lui. Et ce qui vient qu'au bout d'un moment, la bande dessinée, c'est un médium qui est assez complexe, en fait. Il embrasse plein de formes, plein de choses qu'il faut intégrer. Il y a le langage, il y a la maîtrise du dessin. C'est difficile de tout embrasser comme ça. Mais une fois que j'avais l'impression de commencer à un peu mieux maîtriser ces outils-là, peut-être qu'il y a eu un peu plus de place pour revenir à cette question du sujet, de ce que je voulais dire. Et David aussi m'a un peu encouragé à ça, parce qu'il savait que j'en avais envie. Et puis c'était sans doute aussi une question d'autorisation, en fait. C'est-à-dire que je pense que je suis pas le seul. Beaucoup de gens comme ça ressentent un désir assez fort, mais ils ont besoin que quelque chose ou quelqu'un les autorise à le faire. Voilà. Donc j'attendais cette autorisation. Cette autorisation est venue. Je saurais pas trop expliquer comment, en partie avec un petit travail personnel, etc. Mais ça a changé ma vie, en fait. Là, pour le coup, faire de la bande dessinée avec David, c'était déjà un grand changement dans ma vie. C'était me rapprocher de très très près de ce que je voulais faire, et ensuite commencer à écrire. Là, c'était vraiment un cap supplémentaire. Enfin, j'avais l'impression d'être beaucoup plus près de ce que je voulais faire profondément. Mais par contre, ça crée pour moi une relation particulière à ce médium, c'est-à-dire que du coup, ça dissocie. C'est assez étrange. J'ai l'impression que quand je pense à des histoires de bande dessinée, je dissocie les choses. Je pense d'abord à un récit, et ensuite, dans un deuxième temps, je pense à comment il va falloir le dessiner. Je viens quasiment jamais à la bande dessinée, à des histoires par l'image, en fait. C'est assez curieux. Et j'ai un rapport au dessin qui a ses limites, et la limite particulière de mon rapport au dessin, c'est qu'il vient quand même vraiment beaucoup de mon influence en bande dessinée. C'est très tard, en fait, que j'ai commencé à découvrir d'autres univers du dessin. Le dessin contemporain, l'histoire de l'art, c'est des choses que j'ai appris assez tard.
ne serait-ce que parce que jusqu'à faire des études supérieures, mes connaissances de manière générale, disons, artistique étaient proches de zéro, en fait. J'étais comme un lycéen qui suit des études scientifiques et qui a assez peu de possibilités de découvrir autre chose. Après, peut-être par manque de curiosité aussi, je cherche pas du tout à dédouaner ma responsabilité là-dedans, mais donc du coup, c'est une culture qui s'est nourrie un peu tard, et ce qui fait que mon dessin lui-même, c'est peu, pour ne pas dire pas nourri, mais c'est peu nourri d'apports extérieurs à la bande dessinée. Et c'est quelque chose que j'ai plutôt entrepris, en fait, en faisant des livres. C'est en faisant des livres que là, j'ai commencé à aller chercher à l'extérieur quelque chose qui allait pouvoir enrichir le vocabulaire et pas être dans la répétition d'images ou sortir de mes habitudes. Voilà, ça c'est arrivé un peu plus tard. Il y a eu beaucoup de tâtonnements autour de cette question-là. Le premier grand changement, c'est que quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée avec David, on était à la fin des années 90, et pour des raisons que je m'explique plus tellement maintenant, mais à l'époque, j'étais obsédé par l'idée d'avoir un style. Bon, c'est un truc de jeunesse, je sais pas, et d'ego, je voulais vraiment avoir un style, quelque chose qui soit reconnaissable. Et ce qui fait que sur les premiers albums que j'ai fait avec David, par exemple, qui s'appelait Ring Circus, j'avais développé une espèce d'esthétique comme ça, très codifiée, mais qui était pas tellement réfléchie, en fait, qui était simplement une espèce d'influence de ce que je savais faire et de ce que j'avais appris aussi en animation, et puis des partis pris comme ça, mais complètement arbitraires, où j'avais l'impression de développer quelque chose qui était singulier, mais qui répondait pas à une cohérence spécifique par rapport au récit. C'était juste un style. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était aliénant, en fait, cette manière ce rapport au dessin. Ça m'enfermait dans quelque chose qui avait plus beaucoup de sens. Et donc le premier tâtonnement, c'est de se dire comment je réouvre ça, quelle question il faut que je me pose sur le dessin, quelle est la direction, quel est le moteur. Et il y a eu une première tentative de libération de ça, qui a été des livres complètement débiles qu'on a fait avec David, qui s'appelait Shaolin Moussaka, qui est une espèce d'humour absurde, mais vraiment super crétin. Mais ça m'a vraiment libéré. C'est pas du tout que le dessin d'ailleurs soit particulièrement intéressant en fait là-dedans, mais ça m'a soulagé du dessin dans lequel j'étais enfermé avant, et ça m'a permis en fait d'accéder à autre chose et de commencer à essayer de développer une recherche modeste, mais qui est de l'ordre de essayer de faire en sorte que le dessin soit mobile et devienne vraiment, se mette tout le temps au service du récit. C'est-à-dire qu'en fait, depuis maintenant pas mal de livres, et ça a été d'autant plus possible quand j'ai commencé à travailler tout seul sur mes propres récits, c'est se dire, ce sujet-là, cette histoire-là, quelle serait la meilleure façon du monde de la dessiner, dans l'absolu. Et ensuite, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Mais du coup, voilà, prendre le contre-pied du point de départ précédent. Là, vraiment se dire, ça, dans l'absolu, comment il faut le dessiner? Bon, peut-être qu'il faut avoir un trait vibrant, hésitant, et avec des couleurs un peu troubles. Ok, essayons ça. Et essayons de trouver quelque chose qui aille dans cette direction. Après, on cherche, et en général, on trouve un peu autre chose que ce qu'on cherchait. C'est pour ça qu'on continue de chercher après. Mais c'était un peu le moteur. Et je pense que quelque chose qui a joué beaucoup pour ça, c'est bizarrement le fait que les premiers livres que j'ai faits avaient pas trop de succès véritablement. Moi-même, certains des gros échecs commerciaux et tout ça, ça m'a un peu soulagé de l'enjeu de l'attente des autres, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit que ça n'avait aucun sens. Parce que cette question du style, ça avait à voir, je pense, beaucoup avec l'idée de qu'est-ce que les lecteurs voudraient voir et comment ils vont me reconnaître, etc. Et ça m'a permis de me dégager de toutes ces questions-là et d'essayer plutôt de me concentrer sur ce que je voulais faire vraiment. Ce qui était une vraie posture différente, en fait. Et ça change plein de choses. Après, la chance, c'est de m'être rendu compte. J'ai eu la chance qu'en essayant de faire quelque chose qui était beaucoup plus personnel, c'est des questions que je me pose à moi, en fait, cette question-là de comment je veux dessiner, quelle histoire je veux faire, où est-ce que je veux amener tout ça, c'est pour répondre à mes questions. La chance que j'ai eue, c'est que les réponses que je trouvais, trouver des lecteurs, en fait. Et c'est vrai que ça, c'était un réconfort. C'est plus facile de faire ça quand on se sent pas tout seul.
évidemment. Hein, faut pas se raconter d'histoire, mais quand même, c'était un cheminement de se mettre dans cette position-là. Ce qui me nourrit le plus de manière générale et dans mon travail en particulier, c'est ce que je vois à l'extérieur. Et là, pour le coup, je sais pas. Prenons un exemple. Quand je travaillais sur un livre qui s'appelle Les Équinoxes, Roxane Morey à l'époque me montre le travail de Chris Killip qui n'a strictement rien à voir avec cette histoire, mais le travail de ce photographe, ça m'émeut, ça me marque et ça me nourrit. L'histoire de Viviane Meyer, photographe aussi, ça me marque, ça me nourrit, et pour le coup, ça, je l'intègre dans cette histoire. Mais en fait, tout ce qui m'émeut en fait nourrit mon travail. Et dans la bande dessinée aussi. C'est-à-dire que quand je découvre des livres qui m'apportent des émotions, ça me stimule en fait, ça me donne envie. Ça me donne envie de faire des choses. Parfois, il y a des petits moments où c'est désarmant quand on voit vraiment des choses tellement magnifiques. Comment dire, ce combat a été gagné par quelqu'un d'autre, et du coup, il y a parfois un petit mouvement de à quoi bon essayer de mener moi aussi ce combat alors qu'il a été si magistralement réussi là. Mais ça dure pas longtemps. La beauté du travail des autres, c'est très stimulant. C'est très stimulant. Quand je vois les dessins de David Prudhomme, moi je suis bouleversé. Quand je vois, mais comme tout le monde, enfin quand je vois des dessins de Blutch, ça me bouleverse. Quand je vois certains dessins, je sais pas, de Catherine Meurice, de plein de gens, enfin moi ça me nourrit énormément, beaucoup. Et après j'ai besoin, je pense aussi, quand même beaucoup, d'essayer de voir des choses à l'extérieur de la bande dessinée. Parce que j'ai un petit complexe, j'allais dire de classe, mais c'est pas un problème de classe, mais c'est un problème de, comment dire, de légitimité. Comme je me sens pas très très cultivé, j'ai toujours peur d'être un peu pauvre. Et j'ai peur de manquer de matière, de vocabulaire. Donc tout ce que je peux voir à l'extérieur, j'ai tendance à essayer de le prendre un peu avec avidité, comme ça, pour nourrir quelque chose, par peur de me répéter. Et parce que globalement, je trouve que c'est la chose la plus difficile pour moi, en tout cas, dans ce métier-là, et dans la bande dessinée. Comme il y a un rapport artisanal au travail et au dessin, il y a une forme de répétition, mais il faut essayer de s'en dégager et de sortir de ces zones de confort. Mais c'est un peu cliché de dire ça, mais disons pour pas s'appauvrir, quoi. Moi, j'ai toujours très très peur de ça, de l'assèchement, de la répétition. Et donc j'aimerais bien, je suis content quand je trouve quelque chose de nouveau dans mon dessin, une nouvelle direction, un nouvel espace. D'abord c'est excitant, et puis j'ai l'impression d'avancer un peu. Mais pour ça, j'ai besoin de me nourrir de l'extérieur, et parfois j'avoue que je fais un petit complexe de ça. Je préférerais avoir cette merveilleuse richesse intérieure qui me permet par moi-même, par la puissance de ma créativité, d'avancer. Mais peut-être que c'est impossible. Tous ces livres-là, à chaque fois, moi j'ai l'impression, si vous voulez, de me poser des questions à moi et d'essayer d'y répondre pour moi. Et je me dis, mais quelle chance incroyable que tout ce temps que je peux consacrer à répondre à des sujets qui sont importants, enfin qui m'importent, que ça touche au-delà de moi, enfin que ça me permette d'être en relation avec d'autres gens, et puis que ce travail il soit lu, et puis que ça me donne aussi, c'est bête, hein, mais les moyens matériels aussi de continuer à le faire, de continuer à chercher, c'est quand même une chance inouïe. C'est vraiment une chance inouïe, et qui ne va pas de soi du tout, et qui ne vient dire, qui ne dit rien de la valeur de mon travail en plus. Je sais très bien que tout ça c'est compliqué, c'est un peu déconnecté, mais j'ai cette chance-là. Et ça, c'est pouvoir passer des années sur un sujet, sur une question, y réfléchir, essayer de donner corps à ça. C'est un luxe incroyable. Dans ce monde-là, c'est un luxe incroyable. Enfin, peu de gens ont cette chance-là. Peu de gens. Dans ma vie, parfois, je me suis un peu trop excusé de ce que j'avais envie de faire, mais c'est plus le cas. C'est-à-dire que, non, j'ai l'impression, si vous voulez, que c'est une bataille, mais avec moi-même, hein, qui n'intéresse personne dans le fond. Enfin, là, je vous réponds parce que vous me posez des questions, mais c'est une bataille pour affirmer ce que je veux, ce que je suis, à moi-même, en fait. C'est pour moi, je le fais.
Donc je ne m'en excuse pas, mais c'est une bataille, c'est un travail. C'est un travail, je pense, j'espère, ça va m'occuper toute ma vie parce que c'est un moteur, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Mais je me sens pas du tout, par exemple, comme un auteur installé. Je me vis pas comme ça. Ce que je perçois, c'est que j'ai la chance, par exemple, maintenant, oui, je vois bien, j'ai des lecteurs, il y a des gens qui suivent mon travail avec attention, qui ont cette espèce de curiosité incroyable. À chaque nouveau livre de revenir, alors que il a assez peu à voir avec les livres précédents, ils le lisent, ils s'y intéressent. Bon, ça c'est merveilleux, c'est une chance. Mais je me sens pas installé je me sens pas en confort en fait. J'ai un confort matériel qui est indéniable. Mais je l'ai au quotidien, c'est pas tout à fait ça que j'éprouve au quotidien, c'est plutôt comment je vais réussir à attraper ce truc que je cherche en fait. Et j'aime bien ça, hein, c'est pas je m'en plains pas du tout, hein, mais c'est pas un truc tranquille. C'est un truc, c'est excitant. Bien sûr que c'est excitant parce que je sais jamais si je vais y arriver ou pas, si on va trouver ou pas. Et puis heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si on trouve, j'imagine qu'un créateur qui trouve ce qu'il a cherché, il fait quoi après? S'il a plus rien à chercher, à part répéter, ça n'a plus de sens. Donc je suis content d'être animé de ces doutes, de ces questionnements, bon, parfois j'en ai ras-le-bol, je me fatigue moi-même, mais globalement, je pense que c'est une chance en fait d'avoir toujours cette envie-là, de courir après quelque chose et de jamais exactement l'attraper. Ouais, j'aime bien ça. Le fait d'avoir un prix ou d'avoir des reconnaissances de ses pairs ou, disons, de manière générale, d'avoir une reconnaissance sociale comme ça dans ce qu'on fait, moi je trouve que ça change beaucoup de choses. Après, c'est une question de nature. Je suppose que certains ou certaines ont moins besoin d'une validation extérieure. Mais je crois qu'il y a toujours un moment donné où quand on crée quelque chose, si on a l'impression que ceux à qui on l'adresse ne l'entendent pas, ne le voient pas, c'est très douloureux quand même, je pense. Je pense que c'est douloureux pour la plupart des créateurs à qui ça arrive. Et en tout cas, dans les moments de ma vie et de mon travail où c'était le cas, je le vivais pas forcément très bien. Et bien sûr qu'il y a un soulagement, il y a quelque chose qui est soulagé dans cette reconnaissance. Il y a une part d'inquiétude qui est éteinte, qui est résolue en tout cas. Il y a la question de l'ego, parce qu'on a tous un ego, et de temps en temps, je crois que il faut avouer que ça fait du bien, ça, ce truc de momentanément faire semblant de croire que ce qu'on fait a une valeur singulière, particulière, qui serait différente de celle des autres. De temps en temps, ça fait du bien, même si fort heureusement, c'est une illusion qui dure assez peu en fait. Mais cette reconnaissance-là, après, fondamentalement, elle donne de l'énergie pour continuer. Il y a des moments de doute où on a envie d'arrêter. Je pense que tout le monde traverse ça. Enfin, tous les créateurs et créatrices traversent ça. Des moments d'abattement et l'envie d'arrêter. Ça redonne de l'élan et de l'énergie. Et puis après, concrètement, avoir un prix, par exemple, un certain prix, alors que ce soit un prix comme celui-ci qu'on vient d'avoir pour l'âge d'or, le prix BD Fnac, ou un prix à Angoulême, ou des choses comme ça, c'est une validation, mais c'est aussi ça donne un élan au livre. C'est indéniable. Ça lui donne une vie plus longue, ça lui donne une visibilité plus importante, ça fait que votre travail est plus vu, apprécié, découvert. Donc c'est quelque chose qui vient donner de la force à votre travail. Pour moi, c'est comme si on vous donnait des nouveaux outils, ou des outils encore plus puissants. Encore plus puissants. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir vraiment aucune excuse à la paresse, par exemple. Il y a assez peu de choses. J'ai pas de contraintes. Je peux prendre à peu près tous les risques que je veux. J'ai pas d'inquiétude matérielle. Donc le seul bon usage à mon avis que je dois faire de ça, c'est de bosser, quoi. C'est d'essayer d'être exigeant avec ce que je raconte, avec le dessin, et d'essayer d'aller le plus loin possible là-dedans, de s'appuyer sur cette force-là que ça donne. Cette reconnaissance sociale, le fait d'avoir la chance d'avoir un livre qui marche ou 2 livres qui marchent, etc. Tout ça, c'est des points d'appui qui permettent d'aller plus loin. On peut s'en passer, hein, mais c'est plus difficile. Ça demande encore plus de force intérieure. Bon, la question de la maturité dans le travail, elle est difficile à résoudre. Enfin, à expliciter, je trouve. Ce qui est certain, c'est que évidemment, je pense que n'importe qui
pratique une activité, quelle qu'elle soit, pendant 15 ans, 20 ans avec assiduité, développe un certain savoir-faire, évidemment. Que ce soit en musique, en danse, en macramé, enfin en ce que vous voulez. Si pendant 20 ans, vous faites des dessous de plat avec des pinces à linge, au bout d'un moment, vous allez être super fort pour faire des dessous de plat. Vous allez acquérir un savoir-faire, une méthode, des outils. Ça, c'est sûr j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir plus d'outils que quand j'ai commencé. Mais je suis pas vraiment certain de pouvoir pour autant parler de maturité. J'ai l'impression simplement d'acquérir plus de connaissances qui permettent d'aller plus loin. En fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, je sais pas, qui ferait de la randonnée en haute montagne. À force d'en faire, au bout d'un moment, vous êtes capable d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Attention, le limite de la métaphore. Je parle de montagne, je parle pas de plus fort, plus loin dans mon travail à moi. Mais dans ce domaine-là, ce qui va vous permettre d'envisager peut-être un col que vous n'aviez jamais envisagé de passer ou quelque chose d'un peu plus technique, un peu plus difficile. C'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression de un peu mieux maîtriser mes outils aujourd'hui, ce qui m'ouvre plutôt des perspectives nouvelles en fait, des nouvelles choses à résoudre. Mais je me sens pas plus tranquille sur le résultat que je vais obtenir en fait. Non, pas vraiment. L'après, de manière générale, c'est un temps plus ou moins long, justement, pour réussir à identifier quelle est la question du moment qui est suffisamment obsédante pour que ça vaille la peine d'y passer quelques années, en fait. Et la plupart du temps, j'ai comme ça plusieurs questions un peu satellites qui tournent autour et soit une d'entre elles vraiment s'impose parce qu'elle devient un peu obsédante. Après, comme beaucoup de gens, créateurs ou créatrices, je note beaucoup de choses, enfin voilà, 1000 choses, trop de choses d'ailleurs. Mais et puis dans ces notes, parfois quelque chose émerge en fait, quelque chose revient d'une manière un peu obsessionnelle, qui est le signe que là il y a peut-être un livre à faire. Parfois c'est un concours de circonstances aussi qui fait que une de ces envies ou un de ces désirs comme ça trouve un écho, une réponse possible. Mais par contre ça me prend souvent un peu de temps. Même aujourd'hui, ça me prend un peu de temps d'arriver à clarifier le sujet. Souvent, ils se chevauchent en fait. En ce moment, par exemple, j'ai plusieurs idées en tête et je vois bien, elles sont distinctes et en même temps, elles se chevauchent. Et j'arrive pas encore très très précisément à clarifier la nature profonde de ces désirs-là et pour savoir comment y répondre. Et puis, j'aimerais bien, après, il y a une envie, mais qui est pas liée à un sujet, mais qui est plutôt une envie, disons, de posture dans le travail. J'ai assez envie, bientôt, je pense que ça va être bientôt, de m'investir dans un projet, si possible un peu au long cours, mais qui lui, pour le coup, soit complètement dégagé de l'économie. Qui serait vraiment, pour le coup, un pur travail de recherche. J'aimerais bien ça. Ça veut pas du tout dire que je cherche à faire quelque chose d'inaccessible, enfin d'inaccessible aux autres. Mais je sens quand même que dans ce que j'ai développé jusqu'à maintenant dans mon travail, la question de l'économie était quand même toujours un peu présente, ce qui fait que parfois il y a des freins inconscients qui se mettent en place sur ce qu'on développe, sur ce qu'on raconte, sur ce qu'on dessine. Et j'aimerais bien, pour un temps, être complètement dégagé de ça. J'aime bien faire avec ces contraintes-là aussi. Elles amènent des choses intéressantes, mais j'aimerais bien construire un projet où ces contraintes-là disparaissent. Dans mon travail, j'ai l'impression que je me pose pas tellement des questions d'objectifs ou de challenge ou choses comme ça. C'est pas sous ces termes-là que ça se pose. En fait, disons que j'aimerais réussir à parvenir à un niveau de restitution de la perception des choses qui soit plus fine encore que ce que j'ai réussi à parfois à obtenir. C'est pas très clair, mais c'est difficile. En fait, c'est difficile à mettre en mots. Concrètement, c'est pour ça aussi que je fais des bouquins. C'est parce que c'est difficile à mettre en mots, ça, ce truc-là. Disons, j'ai quand même de manière générale un rapport plutôt sensible au monde extérieur. C'est pas que je sois un idiot, mais et je réfléchis, j'essaye de réfléchir, mais ce qui me touche le plus, ce qui me préoccupe le plus, c'est pas tellement mon rapport intellectuel au monde extérieur. J'aime bien ça, hein, j'aime bien lire des choses qui essaient de comprendre les choses. Enfin, j'aime bien lire, par exemple, je sais pas moi, des textes qui viennent théoriser le monde. J'aime bien ça, mais dans mon travail, pas du tout.
Dans mon travail, ce que j'aime bien, c'est plutôt avoir essayé d'avoir une approche sensible de ce monde-là et d'essayer de la rendre perceptible. C'est ça que j'essaye plutôt de trouver. Et donc, ça, c'est sans fin. C'est parce que c'est une quête inépuisable, la quête du sensible, en fait. C'est-à-dire que je sais pas comment vous dire. On est tous traversés de moments, je crois, où bon, attention, là, je vais employer des grands mots, hein, mais on est tous traversés, je crois, de moments un peu de, comment on pourrait dire ça, d'épiphanie esthétique ou d'accès momentané et fulgurant à la beauté du monde. À la beauté de à la beauté. Allez, allons-y franchement. On a de temps en temps accès à la beauté. D'une manière parfois tellement fulgurante qu'elle disparaît à peine elle est arrivée, tellement fulgurante qu'on n'arrive pas à la décrire, qu'on peut assez peu la partager. On essaye avec des mots, mais les mots ils sont courts, ils sont maladroits, ils sont bancals, ils sont pas à la hauteur de ce qu'on vient de ressentir. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ces moments-là, et réussir à les attraper et à les mettre dans des livres. J'aimerais bien, enfin c'est ça que j'essaye de faire, c'est mon moteur. Je dis pas que j'y arrive, et je dis pas que c'est forcément apparent, hein, mais c'est ça le moteur. Et c'est ça qui me plaît dans les histoires et dans les personnages, c'est les moments où ils sont confrontés à ces petites choses-là. Et ça peut être, donc c'est retrouver ce qu'il peut y avoir de gracieux dans une situation, dans une image, voilà. Et ça c'est difficile à décrire. Quand je regarde le travail que je fais depuis, ça fait maintenant, je crois, 20 ans, je crois que je fais de la bande dessinée, c'est complètement flippant. Ça fait 20 ans, c'est beaucoup, quoi, c'est beaucoup d'années. Alors ça m'arrive pas souvent quand même de penser enfin de me mettre à cette place-là, de regarder tout ça, ce que ça veut dire, quel enseignement j'en tire. Je sais pas, je pense que j'en tire 2 enseignements. Enfin, je me dis, quand même, je crois que j'ai de la chance. Il faut une part de chance quand même, je crois, dans tout processus créatif, pour obtenir en tout cas les moyens de sa création. Je pense que ça a assez peu à voir, enfin, ça a pas directement à voir avec la valeur de ce que vous faites ou avec votre talent. Il y a une part là-dedans qui vous échappe complètement, qui fait que ce que vous faites interagit d'une manière positive ou pas avec votre époque, par exemple. Ça raconte rien de votre talent, c'est simplement, ce que je fais, ça touche les gens aujourd'hui ou pas. Et ça, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Donc j'ai cette chance-là, je crois. Pendant un temps, je trouvais que j'avais perdu trop d'années à être à côté de mon sujet, à pas être dedans, et que j'aurais pu aller beaucoup plus loin si tout de suite j'étais parti avec les bonnes questions. Aujourd'hui, là-dessus, je suis un peu réconcilié avec moi-même en me disant qu'en fait non, il fallait que je passe par ce chemin-là et que je passe plusieurs années peut-être à me tromper ou en tout cas à essayer autre chose pour réussir à trouver un peu plus où j'avais envie d'aller. Il faut pas le regretter en fait parce que peut-être qu'il y avait pas d'autres moyens, donc c'est comme ça. Mais ça, je pense que c'est plus lié finalement au fait de vieillir, dans la mesure où c'est pas que je suis pas particulièrement âgé, après tout je n'ai que 46 ans, mais simplement j'ai plus évidemment ce sentiment de la jeunesse, d'avoir un temps presque éternel devant moi. Je sais que le temps est pas éternel, je le sais très clairement. Et donc j'ai eu une petite période comme ça autour de la quarantaine où je sentais un peu la limite justement. Je sentais que là le temps était compté. J'en avais devant moi, mais il était compté. Et donc j'avais le regret d'en avoir gaspillé un peu. Maintenant, un peu moins. Un immense merci à Cyril Pedrosa pour le temps qu'il nous a accordé. Je vous conseille toute son œuvre, et notamment son dernier titre, L'Âge d'Or, coécrit avec Roxane Moreil, qui aura droit à un second tome dans les prochains mois. Mais son chef-d'œuvre, en ce qui me concerne, c'est Portugal. Sans doute que mes origines lusitaniennes y sont pour quelque chose. C'est vraiment un récit très profond qui m'a réussi à me parler. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, vous recherchez Déclencheur sur Twitter et Facebook. N'oubliez pas non plus de partager l'épisode s'il vous a plu, d'en parler autour de vous. Et si c'est le cas, allez donc nous donner quelques étoiles sur Apple Podcast, ce serait très sympa de votre part. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un 3e épisode. Merci encore et à bientôt.